Ça tourne ou ça tourne pas là? Toujours chaud, hein? Celle-là, elle va froisser des gens. J'ai fait plein d'abonnés sur très peu de vidéos. Peut-être là, je vais faire le record de perte d'abonnés. Allez. De la bouche de mes patientes, de mes patients et des gens qui me contactent en général, j'entends très souvent les mêmes mots. Non, non, mais je dis pas encore que j'ai ça, j'ai pas encore le diagnostic officiel. Bah non, je peux pas faire ma demande à la MDPH, j'ai pas le diagnostic officiel. Non, je peux pas prendre rendez-vous avec vous pour mon autisme parce qu'en fait j'ai pas encore le diagnostic officiel. Alors, expression de droite, dictionnaire de droite, j'arrive. Le gros bébé. Alors, officiel. Prudence, lutter, mimosa, peine, non, on est avant. Origan, pas loin. Orbiter, on s'approche. Ogive, ah. Si je connais un peu mon alphabet, et il me semble que je le connais, on devrait avoir officiel qui émane du gouvernement. Ok, deuxième définition, organisé par les autorités officielles, d'accord. Qui a une fonction dans un gouvernement, ouais, toujours pas. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ce soit Bruno Retailleau qui me diagnostique? Bon, évidemment, je vais pas faire semblant d'être idiot, j'ai compris, je sais. On a tous compris que dans le diagnostic officiel, on parlait des médecins, voilà, de ce qui émane des gouvernements, c'est les médecins. C'est du gouvernement et du code de la santé publique qu'émane l'autorité des médecins qui leur permet de faire des diagnostics officiels, du coup. Leur aptitude à dresser des diagnostics, voilà, elle est officielle. Mais le problème, c'est que c'est justement pas encore ça, le diagnostic officiel. Non, parce que si un médecin vous regarde des pieds à la tête et vous dit « Vous avez une sclérose en plaques », alors que vous êtes venu parce que vous aviez le nez qui coule, a priori, vous savez que ça compte pas. Il suffit pas juste que le médecin dise un truc pour que ça devienne vrai. C'est pas comme le notaire. Surtout que ce serait un peu facile, parce que je veux dire, vous avez un médecin, il voit Bruno Retailleau, et il dit « Ça, c'est un trou de balle ». Ça a beau confirmer une intuition qu'on avait déjà à la base, ça a beau l'air très crédible sur le papier, le fait est que non, on ne peut pas dire à coup sûr que la totalité de Bruno Retailleau soit contenue dans un trou de balle. On ne peut en réalité que supposer que le diagnostic, en ne se basant que sur l'examen visuel, échouera systématiquement. Parce qu'il est pratiquement impossible, à l'œil nu, de différencier une structure autoritaire et raciste d'un simple anus hypertrophié. Donc pour confirmer ce qui n'est alors qu'une hypothèse, il faut se référer à la définition médicale officielle de trou de balle. Donc on va devoir ouvrir le Rouvière, le truc d'anatomie là, chercher l'entrée trou de balle, et puis examiner, ça sert à rien, au toucher, à l'odeur, au goût, à la texture de Bruno Retailleau pour confirmer que c'est bien ce qu'on pense. Et en se référant sur des données préexistantes, on pourrait aussi faire une biopsie, et donc prélever un morceau de Bruno Retailleau pour pouvoir l'analyser en laboratoire, et en connaître la nature. Et là, selon ce qu'on voit au laboratoire, on pourra donc confirmer si, oui ou non, c'est un trou de balle. Ouais, mais sauf que ça marche pas ton exemple, parce que trou de balle, c'est pas un vrai diagnostic, tu l'as inventé. C'est pas dans le livre des diagnostics officiels, ça. Et c'est vrai que, bah oui, c'est ça le piège, c'est que là j'ai dit trou de balle, mais vu que c'est pas dans le livre des diagnostics officiels, bah ça peut pas être un diagnostic officiel. C'est quoi le livre des diagnostics officiels? Bon, en l'occurrence, si on veut chercher un ouvrage médical reconnu par les arrêts, par les décrets, par l'administration de la santé publique, par la haute autorité de santé, par la MDPH et par les hôpitaux publics, on en a qu'un, et il s'appelle la CIM 10. Pour classification internationale des maladies. Donc classification internationale des maladies, 10. Parce que du coup, c'est celui qui vient après le 9. Mais avant le 11, qui est sorti il y a 6 ans. Mais on a un petit peu en retard en France. Alors du coup, c'est pas vraiment officiel, au sens où la langue française est officielle parce qu'il y a l'Académie française, les institutions, la Constitution, j'en sais rien. Mais c'est utilisé par toute l'administration de santé publique. Donc c'est forcément sérieux. Bon, donc on a quoi dans les maladies, hein, dans la classification des maladies de la France, là? Transsexualisme. Ouais. On a trouble de l'identité sexuelle de l'enfant. Parce que c'est un truc différent apparemment. J'aurais été très curieux d'être là à la réunion et ils se sont dit non mais c'est vraiment deux trucs séparés ça. Eh, j'y vois bien, il y en a un qui est jeune et l'autre qui l'est pas. On a trouble de la préférence sexuelle. Eh, on a toute une catégorie là-dedans, vous allez voir. Non, par exemple, on a sadomasochisme. Sadomasochisme, c'est préférence pour une activité sexuelle qui implique de la douleur, de l'humiliation ou de l'asservissement. Je savais même pas que c'était une maladie, moi. Ensuite, on a la définition de trouble de la préférence sexuelle, du coup. Déviation sexuelle sans autre indication. Sachant que ce qui est défini comme déviation sexuelle, c'est l'homosexualité, le lesbianisme, la bisexualité et la pédophilie. Ah, et le fétichisme aussi. On a aussi syndrome d'Asperger. Et je connais ce nom-là. Et t'es pas allemand, lui, au moment où c'était pas bien d'être allemand? Et t'es pas genre carrément, genre vraiment très impliqué dans le fait d'être allemand au moment où c'était vraiment pas bien d'être très impliqué dans le fait d'être allemand? Alors Asperger, si vous connaissez pas, c'est un très vieux terme. Ça veut dire autiste qu'on peut faire travailler.
autiste qui peut être utile à l'usine. Parce que vous savez, quand on a un trouble qui vient avec des déficiences cognitives intellectuelles et tout ça, et bah on aime bien dire, bah moi je suis moins débile que toi. J'utilise un mot volontairement psychophobe, parce que vraiment, si vous utilisez Asperger, je vais pas vous insulter. Juste demandez-vous pourquoi vous utilisez le mot Asperger. Posez-vous la question. Pourquoi vous voulez vous distinguer de ceux qui sont pas Asperger? C'est quoi ce mot? Alors d'une, je sais pas ce nom-là, sincèrement. Vous vous rendez pas compte de qui c'est le gars, hein. De deux, je vous déteste. C'est une blague, j'ai juste pas retrouvé mon 2. On a neurasthénie, celui-là il est pas mal. Normalement vous le connaissez moins. Ça veut dire, neurasthénie c'est très précis, hein. Vous êtes une grosse chochotte qui fait semblant d'avoir mal et qui a même pas si mal que ça. Mais qu'en plus y a rien. Et alors celui-là j'ai été surpris. Usage du tabac. Dans un sens oui, je vois la réflexion qui est derrière, mais enfin c'est pas très spécifique. Personnalité excentrique, c'est un trouble. Personnalité inadéquate. Alors si celle-là c'est pas un truc aussi des Allemands à l'époque où il fallait pas être allemand, ça veut rien dire. Inadéquate pour qui? Il y a des gens, si vous leur demandez qui est adéquat, bah disons que les rues vont se vider. Personnalité immature, ça j'en connais, je crois. Personnalité passive-agressive. Bah oui, non mais c'est très bien ça, je suis pas du tout complètement con. On a même, pas loin hein, écoutez bien, arriération mentale et débilité mentale, bougez pas, et se mettre les deux dans le nez. Un trouble. Je vous jure que c'est vrai, c'est un trouble mental. Et alors, il y en a un que je viens de découvrir. Rivalité dans la fratrie. Je sais pas jusqu'à quel âge ça marche. Mais la question, c'est surtout pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous faire diagnostiquer ça? Normalement, vous êtes les premiers à le savoir, ça. Bon, bref, là, s'ils me disent, c'est de la merde. C'est une espèce de déchetterie des vieilles maladies des années 30 à ciel ouvert. Et ils s'en cachent même pas, c'est de droite. Comme ce truc-là. Je sais pas si vous aviez vu tout à l'heure Stella Larousse. Il est dédicacé. C'est vraiment pas une connerie, il est vraiment dédicacé. Il est dédicacé par Malandin. Malandrin. Eh, vous avez pas le prénom, professeur? Parce que comme ça, je vais au registre des malades et je vais essayer de le choper. Guy Malandin. Vous vous souvenez de Guy Malandin? Avec mes amitiés. Non. Il a fait un petit cœur. Guy Malandin, c'est le mec qui a fait passer trappe d'une ville historiquement communiste depuis 60 ans à une ville PS. Vous pensez que ça vaudra quelque chose un jour, un autographe de Malandin? Sur un Larousse. Bon, concentrez-vous là. Hein. Puisque la CIM10 est en retard, alors selon les domaines, mais on va dire en moyenne d'à peu près 40 ans sur les diagnostics, vous vous doutez bien que le caractère officiel dont on parle pour ce truc-là, c'est juste administratif. Et extrêmement temporaire et contextuel. Non, parce qu'on peut vous diagnostiquer un Covid, même si la CIM10, elle date de 97. Et d'ailleurs, la moitié des trucs qu'il y a dans la CIM10, on vous les diagnostiquera plus parce que les gens qui diagnostiquaient ces maladies sont morts depuis très longtemps. Bon, j'admets que tout ça, ça nous avance pas beaucoup dans notre recherche du diagnostic officiel. Là, on a compris que le diagnostic officiel, s'il existe, ça relevait de la compétence de médecins officiellement reconnus, qui transmettent aux autorités de santé un code du CIM10, mais pas toujours, mais des fois des codes qui veut dire que ce code-là, il a pas de code. Normalement, il y en a 2-3 ici qui connaissent ALD31. Et en vrai, la plupart du temps, pas forcément dedans, et puis des fois oui, mais non, mais surtout non, sauf des fois. Donc allons chercher ce fameux aspect officiel de la compétence des médecins dans le code de la sécurité sociale. Et pour ça il faut regarder l'article 4127-10 du code de la santé publique. Le médecin doit, sauf circonstances exceptionnelles, fonder ses décisions diagnostiques et thérapeutiques sur les données acquises de la science. Sauf circonstances exceptionnelles. Je vais pas être de mauvaise foi, ça a l'air d'être le truc le plus con qu'il y a écrit là-dedans. Mais je crois que ça veut dire genre... En fait, si t'as découvert une maladie, enfin j'en sais rien, tu vois, mais je crois que si le tableau diagnostique, il est vraiment extrêmement étrange, extrêmement exotique, c'est un peu ce qui est défini comme les circonstances exceptionnelles, quoi. Bref, il y a d'autres mots qui me dérangent là-dedans, parce que... Les données acquises de la science, des décisions fondées sur des données. Déjà, c'est pas une bonne fondation, ça. Des décisions diagnostiques et thérapeutiques fondées sur le... Il y a plein de problèmes, en fait. Déjà, des décisions thérapeutiques fondées sur les données acquises de la science, non. Non, faut pas ça. On fait surtout pas ça, hein, d'accord? En fait, partez du principe que si une loi vous dit que le médecin doit faire un truc thérapeutique et qu'il n'y a pas le mot éthique ou déontologie dans la phrase, c'est pas une bonne loi. Parce que si je fais mes décisions diagnostiques sur les données acquises de la science pour essayer de voir si quelqu'un est épileptique, ben j'ai juste à prendre une lampe torche et à lui clignoter dans les yeux. Je suis complètement d'accord avec la loi, là.
Puis alors les données acquises, personne sait ce que ça veut dire. Les données de quand, les données de qui, est-ce que c'est contextuel, à quel endroit, dans quel pays c'est quoi la limite? Enfin, genre, est-ce qu'on peut prendre les données acquises de 1830 est-ce que... on sait pas comment ça marche. Je pense que c'est pas des gens qui sont scientifiques qui ont écrit cet article de loi, hein. Ça m'étonnerait, mais du coup on applique les mêmes données à tout le monde. Si genre on a des données de la science qui prennent 1000 patients hommes blancs, et qu'on a une femme noire, on se dit vas-y on applique les données parce qu'elles sont acquises de la science. C'est faible, hein. Je pinaille sur les mots et sur les règles. Mais c'est parce que j'en ai marre qu'on me parle de diagnostic officiel tout le temps. Pas parce que les gens qui le font me gonflent spécialement. Le diagnostic officiel, ça n'existe pas. Je me répète. À part pour le Covid en période de restrictions sanitaires, on ne vous donnera jamais un papier sur lequel il y a écrit diagnostic officiel, blablabla. Et puis ça m'énerve parce que cette espèce de croyance fantasmagorique d'une telle officialité, d'une telle qualité d'un certain type de diagnostic, et ben sa seule fonction, c'est de reproduire les inégalités sociales. Parce que pour être officiellement diagnostiqué, suffit pas juste d'être officiellement malade. Souvent, il faut aussi attendre 18 mois pour avoir un rendez-vous au centre de ressources autisme ou en centre de neuropsychologie ou je sais pas quoi. Et puis pour pouvoir aller dans ces centres-là, faut avoir un papier d'un médecin traitant qui est là, qui est disponible, que vous avez le temps d'aller voir et qui a des rendez-vous. Ça veut dire que vous êtes déjà pas dans un désert médical. Et puis que le médecin que vous êtes allé voir, vous avez fait 1h30 de route parce qu'il y a personne autour de chez vous, il accepte de remplir le papier. Parce que des fois ils sont cons les médecins. Et quand vous leur demandez un truc, ils disent oh non, ça me fatigue, j'ai pas envie de faire ça. Le médecin, il faut qu'il vous croie. Vous, il faut que vous puissiez écrire des mails, sans faute, sinon on vous répond pas. Je l'ai vraiment déjà entendu. Avoir les capacités cognitives de remplir des questionnaires qui demandent parfois des heures. Ne pas dissocier au moment où on vous demande d'expliquer vos symptômes, et les expliquer de la bonne façon, pour que l'autre y comprenne. L'autre qui n'a jamais vécu ces trucs-là, il faut qu'il comprenne ce que vous vivez. C'est important. Sinon, il vous croit pas. Donc il faut utiliser les bons mots, avec le bon ton, pas trop en colère, et puis pas trop passif non plus, parce que sinon, puis faut pas être froid non plus, et puis faut pas donner l'impression que vous en connaissez trop sur votre maladie. Et imaginez que vous commencez à donner tous les symptômes qui sont pile sur le manuel. Bah comment ça se fait que vous les connaissez par cœur? Ça se trouve vous les avez appris. Et puis faut pas... il faut pas être bègue, parce qu'on va vous dire que vous êtes un peu anxieux, mais que du coup vous savez pas exactement comment faire pour faire votre mensonge, vous commencez à paniquer. Bon, faut être un homme, vaut mieux être cis, ou que ça se voit pas que vous l'êtes pas. Faut pas être racisé, syndrome méditerranéen. Et surtout, il faut avoir aucun diagnostic qui soit psychiatrique, parce que sinon c'est dans votre tête. Et puis il faut avoir le temps de faire tout ça. Vous avez déjà bossé à 35-40 heures. Vous avez le temps de faire 50 000 rendez-vous chez le médecin. Enfin, vous imaginez, c'est quoi, c'est 8 ans pour faire un diagnostic? Le temps, l'énergie, les ressources. Enfin, je veux dire, pour le trouble de l'attention et l'autisme, je vois des centres qui font payer 400 à 600 balles pour vous faire passer des tests de QI. Mais même dans les années 80, on savait déjà que c'était con de faire ça. On va parler de la neuropsychologie. Vous avez remarqué, il n'y a pas eu, on a un problème avec la neuropsychologie. Ça va venir. Je prépare le terrain. Bref, imaginons que, par miracle, vous soyez arrivé au bout de ce parcours dont le caractère officiel repose uniquement sur le fait qu'on a réussi à vous convaincre que c'était le parcours officiel. Et il se trouve que le parcours officiel, c'est celui qui est extrêmement cher. C'est un hasard. Bon, et donc on vous donne un mot, un code, souvent du CIM10 ou dérivé, et un papier. Le papier, il est signé, tamponné, donc il est bien un peu officiel, non? Non. C'est un bout de papier flottant qui n'a de valeur que dans certains contextes extrêmement précis, et pas souvent les plus officiels. Bravo. Et vraiment, je suis profondément désolé. Genre, je sais que ça peut être horrible à entendre ce que je vais dire, parce que vous avez vraiment investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie dans ces trucs-là. Et ça se trouve, c'était pas pour rien. Ça se trouve, ça vous a vraiment apporté quelque chose, hein. Si vous l'aviez pas, personne ne vous demanderait ce papier. Et de deux, si un jour vous le prenez et que vous le montrez à un médecin, il y a quand même de très grandes chances, je vous rappelle, les médecins ils ont un ego, hein. Il y a quand même de très grandes chances qu'il ou elle vous réponde que ça a été fait par un charlatan et que lui ou elle connaît mieux et est pas d'accord avec le diagnostic. Et donc ce que j'entends très souvent c'est « Bah oui, mais pour la MDPH, si je veux des droits par rapport à mon handicap, il faut bien un diagnostic officiel. » Bah non. Le formulaire MDPH que vous faites remplir au médecin là, pas celui que vous remplissez vous avec toutes les lettres, là, celui que vous faites remplir au médecin, qui vous donne après. Quand le médecin il vous demande pour quelle raison est-ce que vous voulez faire un dossier MDPH, si vous lui dites autisme, et que lui avec son stylo il écrit autisme, le papier sur lequel il écrit se transforme automatiquement en diagnostic officiel pour la MDPH.
puisque c'est un médecin qui a écrit sur papier que vous étiez autiste. Ça a autant de valeur que le reste. Pas besoin de répondre à des tests de Kubik, qui d'ailleurs, tiens, ont été inventés par aussi des Allemands qui étaient très fiers d'être Allemands à une époque où c'était pas bien vu d'être fier d'être Allemand. Pas bien vu pour des bonnes raisons. Hein. Le formulaire MDPH, et notamment la partie remplie par le médecin, c'est un formulaire qui évalue vos difficultés dans la vie. Vous pouvez même ne pas mettre le nom d'une maladie dessus, ça marcherait, ce serait pareil. Je veux dire, vous croyez que quelqu'un à qui il manque un bras, il va dans le centre expert de soins des gens à qui il manque un bras et qu'il se fait faire un diagnostic officiel de il me manque un bras, qu'il va aller le donner à son médecin, qui va le mettre dans le dossier. Mais non, juste il envoie à la MDPH, j'ai qu'un bras, ça me rend la vie difficile pour telle raison, telle raison, telle raison. Bravo, vous êtes handicapé à 30%, 30%. Et on reparlera aussi des pourcentages MDPH. Parce que faire des vidéos YouTube, c'est ce qui me permet de pas faire de terror. La MDPH, ça concerne le handicap. Le H de MDPH, c'est handicap. Le M, c'est maison, c'est pas maladie. On s'en fout de la maladie que vous avez pour la MDPH. Vous devez juste être handicapé. C'est-à-dire vous devez être restreint dans votre façon de vivre par rapport aux autres ou par rapport au manque d'adaptation dans la société. Ouais, d'accord. Mais l'ALD, alors, l'affection longue durée, le truc qui fait qu'on est remboursé pour tous nos soins parce qu'on a une maladie chronique, c'est bien basé sur les noms de code de la CIM10, là, hein? Ouais, en partie, mais il y a écrit où dans la CIM10 que c'est Jean-René Psychométrie qui doit vous évaluer votre truc là. Scénario fictif. Vous allez chez le psychiatre. Il pense que vous êtes bipolaire. Il vous donne des sels de lithium. Téralite 400. On fait les prises de sang, on augmente les doses, on voit ce que ça fait. Hop, ça marche. Vous êtes vachement plus stable. Vous lui demandez de faire une ALD, bipolarité, du coup. Bah lui, il va aller sur internet, il va remplir un truc. Et des fois, true story, j'ai déjà vu ça, le temps que vous arriviez chez vous, l'assurance maladie a déjà accepté la demande. Parce que c'est un psychiatre qui fait une demande d'ALD pour une bipolarité. C'est ultra classique, il n'y a pas de raison que ce soit refusé. Mais à aucun moment vous avez eu un papier dans les mains qui vous a été fait suite à des heures et des heures d'enquête, d'investigation, d'analyse, je sais pas quoi, pour savoir que vous étiez bipolaire. Votre psychiatre est parti du principe que si le lithium marche, c'est qu'a priori c'est ça. Et c'est pas un raisonnement complètement idiot, mais de toute façon la démarche elle est dématérialisée, vous auriez le papier, ça changerait rien. Cette conversation je l'ai déjà eue 10 000 fois et je vous promets qu'il n'y a rien, nulle part, jamais qui vous demande un diagnostic qui soit plus officiel qu'un autre diagnostic. Vous pouvez en avoir besoin. Un papier qui légitime votre ressenti, qui vous aide à vous sentir mieux, moins imposteur, qui vous aide à faire le pas, d'accepter vos difficultés et de sortir un petit peu de la décompensation. Moi, je suis d'accord avec ça et sincèrement, je comprends qu'il y ait plein de gens qui aient besoin pour pas avoir le syndrome de l'imposteur ou pour pas se dire que c'est l'effet Barnum et on a mal fait l'autodiag ou j'en sais rien. Voilà, il me faut une preuve tangible. Déjà d'une, pour que ce soit vraiment une preuve, ça part de l'a priori que vous êtes d'accord avec les méthodes qui sont utilisées pour diagnostiquer ce que vous avez. Je prends l'exemple de l'autisme. Mais dans beaucoup de CRA, les méthodes pour diagnostiquer l'autisme, elles sont complètement dépassées. Hein. Et puis, deuxième chose, si vous avez besoin de ce bout de papier pour obtenir la légitimité, donc vous avez besoin pour vous revendiquer quelque chose ou accepter d'être... Bon voilà, c'est bien à cause des gens qui vous disent que vous n'êtes pas légitime si vous l'avez pas. C'est bien à cause du système qui vous a fait comprendre que si vous n'aviez pas dépensé des centaines d'heures et des milliers d'euros dans un diagnostic, il ne valait rien. Et ces mêmes gens qui des fois ont dû faire 3 ou 4 centres experts avant d'avoir le bout de papier qu'ils voulaient, après avoir dépensé des centaines d'euros, après avoir pris 40 taxis, après avoir fait des heures et des heures de route pour aller voir je sais pas quel spécialiste, etc. Ils se retrouvent après sur des forums ou des espaces commentaires à dire t'es pas un vrai autiste, t'as pas le diag officiel, mais mort tes couilles. Je sais que je retourne en phase énervée là, c'est par période, hein. Vous inquiétez pas, ça va passer. Mais en fait, ce qui me gonfle, c'est qu'on est en 2025. On a accès à toutes les ressources qu'on veut sur ces sujets-là. Vous parlez pas anglais? ChatGPT, il vous traduit tout en français. Et on a encore, en big 2025, ce mythe de merde du « à cause des gens qui se diagnostiquent TDAH sur TikTok, et du coup, on n'a plus aucune crédibilité ». Donc toi, ta solution pour qu'on prenne tes difficultés au sérieux, c'est d'aller dire à des gens que tu connais pas qu'il faut pas prendre leurs difficultés au sérieux. Est-ce que les gens qui t'ont fait du mal, ce seraient pas des gens qui diraient exactement des trucs que tu dis toi ? Si les gens ils te prennent pas au sérieux, c'est à cause du validisme, c'est pas à cause de TikTok et du fait que le TDAH c'est une mode. Et puis ça aussi, ça me saoule. Si on les écoute, y a que des TDAH sur TikTok, comme par hasard. Ouais, et si vous regardez bien, dans les magasins bio, y a beaucoup de végétariens. Curieusement. Et pas être complotiste, hein, mais si vous passez une tête dans une mosquée, tout le monde est musulman.
Vous êtes sérieusement en train de dire qu'une application que vous pouvez constamment avoir dans votre poche, qui vous montre des vidéos ultra courtes, avec un son ultra compressé, des cuts hyper fréquents, qui provoquent une hyperstimulation continue, et dont l'algorithme vous pousse à regarder les mêmes créateurs et créatrices en boucle, qui eux-mêmes et elles-mêmes ont des intérêts ultra spécifique. J'ouvre TikTok, j'entends bonjour, moi je suis boulanger queer et je fais ma thèse sur les farines qui lèvent le mieux en contexte de trauma familial. Ou juste des comptes entiers dédiés à un seul running gag décliné en 400 fois et à chaque fois ça vous fait marrer. Les trends c'est quoi? C'est les mêmes musiques, les mêmes gestes en boucle pendant des semaines. Les gens ils s'autodiagent pas de TDAH à cause de TikTok. C'est à cause de leur TDAH qu'ils sont sur TikTok. C'est leur monde, c'est leur univers. Foutez-leur la paix. Non, ça aussi je l'ai eu. Oui, mais tu dis ça parce que toi t'as envie de te faire un max de thunes. Et que t'as pas le droit de diagnostiquer des gens, toi. Alors, je sais pas combien tu crois que ça rapporte comme métier, mais crois-moi, j'aurais fait une secte. Ou de la pseudo-médecine. Si le but c'était de mentir pour me faire de la thune, et d'embrigader les gens pour me faire de la thune, genre vraiment, j'ai choisi le pire filon du monde. Je crois que t'as pas idée à quel point ça me rapporterait plus en fait, mais je serais millionnaire. Donc deux choses. Déjà, en France, la plupart du temps, celui ou celle qui diagnostique l'autisme, c'est un ou une psychiatre. Je vous explique, la psychiatrie, c'est une spécialité médicale centrée sur les troubles mentaux définis comme des pathologies de l'humeur, du comportement ou de la perception. L'autisme, c'est handicapant pour plein de trucs, hein, mais c'est rien de tout ça. C'est un développement neuronal atypique. Normalement, quand j'ai dit neuronal, vous avez dû penser... Complètement ravagé, les enculés de jeunes. Neurologue, ouais. Mais non, les psychiatres, ils ont psychiatrisé l'autisme, c'est tout. C'est pour la même raison que vous voyez aujourd'hui des gastro-entérologues qui vous racontent que la dépression et l'autisme, en fait, c'est causé par le microbiote intestinal. Parce que, c'est un secret, mais les spécialistes, ils veulent très fort qu'on ait le droit de parler que de eux, parce que ce sont des hommes. Et alors, deuxième chose, qu'est-ce que je m'en branle moi de ça? Je vous ai déjà dit, mon approche elle est dépathologisante. Qu'est-ce que j'irais foutre avec des diagnostics? Ça m'intéresse pas moi. Et d'ailleurs, sincèrement, ça intéresse pas grand monde en réalité. Ce qu'on appelle vraiment diagnostic, il y a des mots qu'on utilise. Mais ce qu'on appelle diagnostic, on s'en fout. Dans la dernière vidéo, je vous expliquais qu'il y avait plein de points communs entre l'autisme et le trauma développemental. Bon, ces points-là, on les reconnaît assez bien. Alors, on met pas forcément un mot dessus, on donne pas forcément sur une feuille le patient ou la patiente à ça, mais on peut se dire intérieurement, tiens, ça me fait penser à ça. Et on peut même dire au patient ou à la patiente, tiens, ça me fait un peu penser à ça, qu'est-ce que vous en pensez? On peut avoir une hypothèse experte sans faire de diagnostic. Je sais que là, pour beaucoup, ça a l'air d'être la même chose. Mais en fait, l'idée, c'est de dire que si ça se ressemble à ce point-là, genre si j'ai une personne qui me dit, par exemple, qu'elle a un trauma développemental, pourquoi est-ce que j'utiliserais pas les outils qui fonctionnent pour aider les personnes autistes avec cette personne-là? Puisque ça marche. Parfois, je choque les gens en disant « personne qui s'identifie comme autiste ». C'est une expression que j'utilise. Parce que j'ai l'air de calquer les logiques du vocabulaire de l'identité de genre sur les troubles du neurodéveloppement. Mais en fait, même pas. Réfléchissez. Ça veut dire quoi s'identifier comme autiste? Ça veut dire que cette personne, quand elle regarde des contenus de psychoéducation sur l'autisme, quand elle suit des thérapies destinées aux personnes autistes, quand elle regarde du contenu militant sur l'autisme, ça l'aide dans sa vie. Et admettons que neurologiquement, cette personne, elle soit pas autiste. Du tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais même pas qu'est-ce qu'on s'en fout, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Il y a que vous qui avez le droit de souffrir. Vous avez payé 500 balles pour des bonnes ou des mauvaises raisons, et du coup tout le monde doit le faire. C'est quoi votre projet de société là? C'est quoi votre combat? Je comprends pas le but de se battre pour ça. Admettons qu'il y a des gens qui se trompent. Ça vous regarde? Non, ça vous regarde pas. Parce que si vous souffrez, et que la société le voit pas, ou ne vous trouve pas légitime à le dire, ou ne veut pas l'entendre, ou vous prendre au sérieux, ou s'adapter à vous, dans ce cas, votre ennemi, c'est pas les autres gens qui souffrent, c'est le validisme. J'ai encore plein d'animaux, hein. Donc moi je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai tout épuisé. Mais là je me suis dit tiens, pour changer, je vais pas parler d'un animal domestique à proprement parler, mais je vais vous montrer ma petite dame. Voilà. Ça c'est ma petite dame. Alors, elle est sauvage, donc du coup elle a pas de nom. Enfin, si, techniquement je l'appelle ma petite dame parce qu'à chaque fois que je la vois, je dis ah c'est ma petite dame, je suis content. Mais du coup, c'est ma petite dame. Voilà, c'est une canne. Bravo, vous avez vu. Et pourquoi c'est ma petite dame? Parce que tous les ans, elle vient d'en avoir marre et elle se pose le temps de trouver un mec qui regarde en fait tous les points d'eau pour y avoir une femelle qui soit seule. Et puis, elle reste couver ses œufs jusqu'à la fin, à chaque fois, tous les ans, j'ai une éclosion. Et donc,
des photos des canetons, évidemment, parce que c'est trop mignon. Parce que pour prendre les photos, là, des canetons que je vous montre, il a fallu que je les voie éclore, quoi. C'était vraiment de première loge. Et alors, elle fait un truc dont tout le monde m'a dit que c'était impossible, et il se trouve que je l'ai vu. Donc, vous me croyez pas. Notre jardin, il est clôturé. Donc elle arrive par le ciel, mais les canetons, ils volent pas. Donc quand elle doit les déplacer, une fois qu'elle a passé suffisamment de temps dans ma mare, elle les prend dans son bec, un par un, et elle les ramène ailleurs. Et tout le monde m'a dit que c'était impossible, que les canards ne faisaient pas ça. Donc je me fais gaslighter par des ornithologues. Aidez-moi.